Nous en rejoint Ketty Rios-Palma, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et Mélissa Torio, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la productrice et la réalisatrice de ce formidable documentaire qui est diffusé ce soir sur France 2 dans la case Infrarouge. C'est à 22h50. Je rappelle qu'il est toujours possible de voir en replay parce que 22h50 parfois ça fait un peu tard. Un film que vous avez produit, Mélissa Torio, et que vous avez réalisé, Ketty Rios-Palma, qui a obtenu le Pyrénées d'or à la dernière édition du festival de Luchon. Incasable ou incassable, il y a un S entre parenthèses parce que incasable, ce sont ces enfants que vous avez suivis, 5 enfants qui vivent ensemble, qui ne sont pas casables justement dans les foyers de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'ils ont des troubles du comportement psychologique, psychiatrique, et c'est une expérience qui existe dans un certain nombre d'endroits en France où ces enfants sont placés dans des pavillons. Ça s'appelle le pavillon, et accompagner. Alors peut-être poser la question à la productrice que vous êtes, Mélissa Torio. Vos documentaires, la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était pour Bouche cousue. Vous vous intéressez beaucoup à ce qui touche à l'enfance. Pourquoi ? Oui, et puis il y a des modèles inspirants qui peuvent nous servir d'exemple. La voix du juge Durand, dont vous vous souvenez, Valérie, sur Bouche cousue, était, nous semble-t-il, un juge très inspirant, qui faisait son métier un peu différemment, qui avait une écoute envers l'enfant qui nous semblait prodigieuse, en tout cas nécessaire à rendre visible. Et c'est la même chose avec ce pavillon et cette microstructure dans laquelle Ketty Rios-Palma s'est investie et s'est immergée pendant plus d'1 an. C'est de montrer des modèles de résilience possible, d'accompagnement collectif, individualisé, qui permettent une reprise de confiance et un avenir peut-être plus serein pour ces enfants. Oui, alors ce qui est frappant, Ketty Rios-Palma, vous allez nous raconter comment vous avez fait pour vous faire accepter, comment les caméras ont été acceptées, parce que ce sont des enfants qui ont des comportements, et on le voit tout au long du documentaire, parfois imprévisibles. Ça a été un long travail de préparation. Il s'agissait d'abord de gagner la confiance des professionnels qui encadraient les enfants. Je les ai rencontrés, j'ai assisté aux réunions hebdomadaires de toute l'équipe éducative pendant 2 mois. Et au moment où on se sentait tous prêts, ils ont commencé à parler de moi, du projet, aux enfants. Et quand c'était le bon moment pour chacun, avoir les bons mots. Et puis, je suis venue me présenter juste avant l'été. On a fait un petit apéro. Et c'était assez rigolo. Chacun, à sa façon, me racontait son arrivée dans le pavillon, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y avait, par exemple, Jérémy qui avait plus de mal, en tout cas, à parler de lui. Les autres jouaient avec moi, regardaient un petit peu comment, justement, j'écoutais ce qu'ils me disaient et comment je les regardais. Et puis ça a été hyper facile après. C'est-à-dire qu'on a commencé à tourner quelques mois après. J'ai présenté l'équipe, c'est-à-dire Sébastien à l'image et Jean-Pierre qui est au son. Et puis après, ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Au début, ils pouvaient nous regarder peut-être un petit peu, parce qu'ils sont étonnés. D'un coup, on s'intéresse à nous. Il y a une caméra, tout ça, c'est pour nous. Et puis après, on faisait partie du décor. Mais c'est très réussi, parce qu'on a vraiment l'impression que la caméra, pour eux, n'existe pas. Et la force du documentaire, c'est qu'il n'y a pas de commentaires, justement, et qu'on les voit évoluer, on les voit vivre au quotidien. C'est Mélissa Torio évoquait 1 an de tournage. J'imagine que c'est des allées et venues, justement, pour... C'était... en fait, déjà, le fait qu'il n'y ait pas de commentaires, c'était pas une obligation, mais on avait pensé le film de façon à ce que la vie quotidienne soit racontée de manière comme une fresque, mais que ça soit, et qu'on évolue sur la construction de ce groupe à travers les réunions des professionnels, les débriefs aussi dans leur bureau, de voir un petit peu où chaque enfant comment il allait, est-ce qu'il évoluait bien, moins bien, est-ce qu'il y avait des difficultés, les problématiques, enfin voilà. Et puis ensuite, c'était aussi de les voir au moment où ils sortent du pavillon, sans aller sur les lieux à l'extérieur, mais ces trajets où il se passe toujours, ça c'est les professionnels qui me l'avaient dit, il se passe toujours quelque chose. Il y a, ou dans leur gestuelle, où il y a un moment complètement inattendu, ça va être dans le train, ou sur le quai, ou juste avant de rentrer, par exemple, au tribunal, et là ils vont dire quelque chose qui...
Ouais. Mais moi, j'ai été surprise qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle du testimonial, c'est-à-dire d'en savoir plus sur ces enfants. Vous n'ayez pas eu la curiosité de les interviewer quand ils ont des colères. Ça peut répondre. Quand ils ont des colères, quand ils sont dans la violence, quand on les sent tristes, quand on n'a pas leur témoignage. On filme leur vie, mais pas leur témoignage. Mélissa Thoriot. Oui, non, je voulais juste ajouter quelque chose, pardon, je réagis un peu à ce qui vient d'être dit. Et en fait, juste une chose, ce que je trouve prodigieux dans ce film, que je défends bien sûr et que je produis, c'est les accords exceptionnels, vous l'avez remarqué, avoir autant de mineurs au parcours si difficile, qui apparaissent à visage découvert, c'est évidemment l'adhésion de ces enfants qui avaient envie d'être valorisés, qui ont cru en Katie, c'est une chose, mais c'est surtout les autorités parentales qui sont toujours exercées sur la majorité de ces enfants, ne l'oublions pas, et qui ont donc donné leur accord également pour montrer des enfants qui leur ont été retirés. C'est la première chose. Respecter un enfant dans ses souffrances, et on connaît bien cette réalité avec Katie, c'est justement ne pas les confronter à un énième confessionnal, testimonial. Alors raconte-moi ton histoire. Quelles sont tes épreuves? Non, pas du tout, mais c'est aussi connaître leurs sentiments quand on les voit. J'ai vraiment l'impression que la force sur un an, c'est que par ces ateliers du conte où ils se racontent à travers un personnage, on apprend énormément d'eux. Il s'agit d'écouter aussi ceux qui vont nous livrer petit à petit. Il me semble qu'on arrive à connaître un peu mieux Alex, Kaina. En effet, on ne sait pas vraiment ce qui leur est arrivé de violent ou d'éprouvant dans leur enfance. Mais ça n'était pas le sujet finalement, si on veut les protéger entièrement. Oui, c'est ce qui est. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi très fort dans ce documentaire, c'est ce quotidien. C'est de les observer, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, de voir la douleur à chaque fois qu'il y a une comparution au tribunal, c'est d'une violence pour eux. Et je trouve qu'il y a une forme de partage. On essaye on est en empathie totale avec ces enfants, Katie Rios. Et puis en fait, quand vous disiez pourquoi il n'y a pas d'interview. C'est ce que j'avais fait pour Itinéraire d'un enfant placé aussi, en donnant une petite caméra à Yanni, parce que on voulait aussi qu'il prenne possession de sa parole, que ça soit pas tiens, je dis quelque chose de moi au moment où on me le demande. Ça c'est leur vie, c'est leur quotidien. Ils sont sans cesse confrontés justement à ce questionnement, mais c'est normal des professionnels qui les entourent pour pouvoir bien les accompagner. Donc moi je me voyais pas arriver et rajouter une énième couche alors est-ce qu'aujourd'hui tu vas bien, est-ce que ça te fait pas trop peur et t'es pas trop stressé d'aller voir tes parents? Enfin, je veux dire, quand on voit Alex qui va passer un week-end avec ses parents pour la première fois et qui passe tout le trajet à se coiffer et au moment où il se trouve beau, mais il n'y a pas besoin d'interview à ce moment-là. Non, ça je suis d'accord. C'est ça. Moi, je voulais ces petits moments dans le présent, vraiment ancrés là. Qui ne soit pas remonter une histoire qui vont porter toute leur vie. Là, c'était juste, on sait pourquoi ils sont là, on a juste les infos qu'il faut, et après on va au-delà de ça. On découvre les enfants qui sont, on découvre ce qu'ils vivent, et puis... après, il faut dire qu'on a des dialogues, on pourrait penser que c'est écrit tellement les dialogues sont drôles. Je suis bien d'accord. Moi-même... Les dialogues sont tous surprenants, ils sont tous... et c'est ça qui est attachant chez Gabriel ou autre. Mélissa Thoriot, il y a environ 5000 enfants qui vivent sous la tutelle de l'aide sociale à l'enfance. Il y a à peu près une centaine, c'est ça, de pavillons comme celui-ci. C'est pas des pavillons, c'est en tout cas des microstructures, microstructures où c'est effectivement, on voit, il y a vraiment une structure qui est très très particulière, où il y a un accompagnement très proche. Et on a une de nos consoeurs, Mélissa, Françoise Laborde, avec Michel Créov, qui parle d'enfants sacrifiés de la République. C'est vrai que quand on voit les chiffres, et on a Lies Loufoque régulièrement également, et qu'on voit la tragédie de ces enfants placés, le gâchis, il y a eu plusieurs reportages, on se dit qu'il y a quand même urgence à trouver d'autres solutions que les foyers. C'est aussi un des points de ce documentaire, j'imagine, vous qui êtes engagé justement auprès des enfants. Oui, c'est un des messages en effet qui se veut inspirer d'autres départements, parce que vous le savez, il s'agit de moyens à déployer aussi pour pouvoir créer ces foyers, rémunérer des éducateurs et créer ces microstructures qui coûtent de l'argent. Alors des départements comme en Ile-de-France, Val-de-Marne, où ils sont vraiment très très actifs auprès de la protection de l'enfance, ils existent. Nous avons pu montrer en effet ces exemples de début de résilience, mais il faudrait que tous les départements en fait consacrent des moyens conséquents si on veut protéger mieux les 300 000 enfants
qui aujourd'hui sont sous une mesure de protection. Donc c'était énormément d'enfants, mais je sais que le ministre qui est dédié à la protection de l'enfance, Adrien Taquet, est très sensible et regarde de très près ces modèles. Il avait d'ailleurs vu un Kassab il y a déjà plusieurs mois, puisque ce film est terminé depuis un petit moment. Et j'ai à cœur, en fait, qu'on arrive au même titre que l'Éducation nationale à déployer des moyens, si vous voulez, de façon plus égalitaire sur tout le territoire, qui soient des budgets consacrés à la protection de l'enfance. Moi, je me suis demandé. On va y arriver petit à petit. Vous pensez, qu'il y a des. Parce qu'on avait vu ce documentaire sur M6 dans Zone Interdite qui était terrible sur certains foyers. On se demande ce qui a changé depuis, avec des jeunes filles qui se prostituaient, qui s'enfuyaient, des violences même sur ces enfants par manque de personnel. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un espoir que les choses bougent pour ces enfants ? Il y a autant d'enfants au parcours terrifiant dont vous parlez, et beaucoup d'enfants et d'ados et de jeunes qu'on connaît, qui sortent du parcours à 18 ans d'ailleurs de la protection. C'est ça qui est aussi terrible dans l'accompagnement. Mais je vous assure qu'il y a autant de parcours extrêmement puissants, inspirants et prodigieux, avec des longues études ou avec des choix de vie, avec des familles qui sont fondées, avec une possibilité paisible et sereine de construire une vie. Il ne faut pas les oublier. Montrer cet exemple d'accompagnement, c'est aussi croire en des enfants qui vont réussir à construire leur parcours d'adulte. Donc, bien sûr qu'il faut continuer, qu'il faut montrer que les moyens doivent être engagés, et ça c'est une évidence, je veux dire, ça coule sous le sens, mais il faut aussi valoriser ceux qui y arrivent, parce que je pense que ça encourage d'autres enfants, d'autres ados de s'accrocher et peut-être d'être moins déplacés, puisqu'aujourd'hui le problème c'est les enfants déplacés. Déplacés. Vous avez vu, Valérie, dans les enfants, on a peut-être un futur président, puisqu'il y en a un qui va être président. Donc on a peut-être... La suite d'un documentaire comme celui-là, c'est quoi pour vous, Katie, qui avait passé beaucoup de temps avec eux? On garde des contacts, c'est difficile, j'imagine. C'est difficile de... Voilà, il faut aussi reprendre notre place et laisser les gens qui les accompagnent faire leur travail. La suite, c'est en fait faire un documentaire sur les éducateurs, parce que c'est formidable, c'est vraiment admirable. C'est-à-dire que les enfants, on les aime et ils sont incroyables, mais c'est aussi les gens qui les entourent et qui m'ont aidé à les mettre en valeur de cette façon-là. Et eux, on avait envie de savoir avec Mélissa justement d'où ça venait, cette motivation, cet engagement. Cette abnégation, c'est assez incroyable. Abnégation pour des tout petits salaires qui sont toujours... C'est un métier qui est quand même très très peu valorisé, et on a besoin absolument de ces compétences, de cette humanité, de ces outils, de ces remises en cause. Enfin, c'est quand même des personnes qui font un métier incroyable et qu'il faut absolument valoriser. Ça fait partie des urgences aussi. Moi, je voulais savoir, Katie, qu'est-ce qu'ils sont devenus durant le Covid, ces enfants, quand ils ont été confinés avec les gens, avec la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ça. Et alors, j'avais des nouvelles par Mélanie, qui était la chef de service dans le film. Et en fait, étrangement, le fait qu'il reste... C'est un peu ce que dit Alex quand il dit qu'il veut être président, c'est-à-dire créer un lieu où les gens viennent vers les enfants. Et en fait, c'était ça pendant le confinement. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils avaient des adultes non-stop avec eux. On leur faisait les cours dans le pavillon. Il y avait plein d'activités, du coup, pour pouvoir les occuper. Et ils se sont posés. Bon, voilà. Après, évidemment, ça n'a pas forcément perduré, mais il y a eu ce moment qui, on se dit, mince, ces lieux-là dont on a assez peu parlé en plus, parce que les éducateurs, ils y allaient aussi sur le front. Voilà, ils ont... Ça pourrait être instructif aussi, comment ça a été vécu pendant ce confinement. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Kaina? Moi, c'est la question que je me suis posée. Alors, on va pas tout dévoiler du documentaire, mais surtout pas la fin. Non, pas la fin. En fait, elle est qui s'émancipe un petit peu plus vite que les autres. Alors, elle est toujours en fait à la vie au grand air. Voilà, elle est dans ce qu'on appelle des appartements. Donc elle est plus dans un pavillon avec d'autres enfants. Mais elle va bien. Et ce qui m'a frappé aussi, il y a tellement de choses à dire, et ce qui m'a frappé moi dans ce documentaire, il faut vraiment que vous le regardiez, parce que c'est aussi ce qui se passe entre eux. C'est-à-dire que des enfants aussi difficiles, on n'aurait pas imaginé qu'il puisse y avoir une solidarité, une fraternité. Entente, une fraternité. Oui, vraiment c'est vraiment une fratrie. Mélissa, Thuriot, ça vous a aussi étonné? C'est ce qui me bouleverse, et c'est ce que je trouve fabuleux dans ces microstructures, c'est qu'on recompose une famille qui leur a tant manqué. On sent tellement ce besoin
de tendresse et de valorisation des uns des autres. Et puis ils se battent et ils se chamaillent autant qu'ils s'aiment. Et j'ai l'impression que sur cette année, en effet, de suivi, on le ressent parfaitement. Ouais. On a pas mal d'auditeurs qui disent que il y a des structures comme celle-ci qui existent en Belgique et que la France paye. Enfin, c'est payé par la Sécu pour qu'on aille en Belgique. Visiblement, pas mal de nos auditeurs sont au courant de ce genre de structure et c'est pas normal qu'il n'y en ait pas plus en France. Parce que tous les enfants placés mériteraient en fait un suivi. Bien sûr, un suivi beaucoup plus personnalisé, individualisé que d'être dans des grandes structures. Et puis c'est pas, enfin, ce que vous disiez aussi sur la fraternité, c'est formidable. Je pense aussi et j'espère, j'en suis même sûre, c'est que dans des foyers qui ne sont pas des petits foyers, ça existe aussi. Enfin, tout ça. Enfin, c'est un exemple qui est effectivement lié au fait qu'ils soient dans ce pavillon, qu'ils aient chacun leur chambre, que ça soit du 1 pour 1 avec éducateur enfant. Mais j'espère aussi que ça change beaucoup de choses. Mais je voudrais pas induire que ça n'existe pas. Oui, Mélissa Thoriot. Qui accompagne très bien les enfants. Je voudrais juste citer Mélanie Lucas qui dirige donc ce service et qui nous a vraiment donné sa confiance. Et je trouve qu'elle inspire et qu'elle est à l'image des éducateurs que vous découvrez dans cette structure. C'est-à-dire être encadré par de l'intelligence, de l'humanité, des encouragements, des conseils, mais on n'a jamais de vérité établie sur comment accompagner un enfant et comment parvenir à réagir pour mêler rigueur et tendresse, puisque c'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver. C'est ça qui, moi, me bouleverse le plus. Et c'est vrai que je voulais citer Mélanie Lucas qui nous a quand même, grâce à elle, ouvert ses portes. Et moi, j'ai une dernière question média pour Mélissa Thoriot. Vous avez annoncé le retour d'Au Tableau pour la présidentielle sur C8, cette émission où les enfants interviewent des hommes politiques ou des personnalités. Est-ce que Marine Le Pen sera de la partie cette fois-ci ? Alors, je suis pas certaine qu'on revienne sur C8, mais peut-être sur Canal+, mais ça, je vous dirai très vite. Mais je suis dans le groupe, en effet. Et je me réjouis de repartir avec Caroline Delage, vraiment en préparation et en production de ce programme qui fera tout son sens à cette sortie de crise sanitaire, parce que les candidats qui vont arriver nombreux, du coup, vont repasser sur le grill des enfants. On invitera Marine Le Pen, comme on l'a toujours fait. Je ne suis pas certaine qu'elle ait complètement changé et qu'elle soit plus, moins rétive aux enfants, qu'elle accepte peut-être de se faire questionner par eux. J'en doute un peu, mais évidemment qu'elle sera invitée comme tous les candidats qui seront donc les prochains de 2022. Voilà. Eh bien, écoutez, on a Johanna qui nous dit merci pour cette émission. En prendre un enfant par la main pour le donner au meilleur demain. Merci à tous ces gens qui s'en occupent. On a effectivement parmi nos auditeurs pas mal de gens qui sont sensibles à ce sujet, des éducateurs aussi qui nous disent merci de vous intéresser aux éducateurs. Ça me donne la chair de poule pour tout vous dire d'en parler. De votre écoute et de votre écoute à ce sujet. C'est un sujet important et le documentaire est très très fort. Franchement, incasable ou incassable parce que ces enfants ont aussi une force incroyable en eux. Merci Mélissa Thoriot et merci à vous et bravo Ketty Rios-Palma d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ce soir sur France 2 à 22h50 et évidemment avec les plateformes. Vous pouvez le voir en replay à tout moment. Merci à vous.